Smart Trends, c'est le rendez-vous des mutations et des tendances sur Be Smart for Change. 2 fois par mois, notre émission s'installe au cœur des événements qui font bouger la France et ses filières. Aujourd'hui, on se demande si la France, si l'Europe peuvent devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle. C'est parti, bienvenue dans ce Smart Trends. Smart Trends, on parle intelligence artificielle avec cet enjeu autour de la place que la France, que l'Europe peuvent prendre dans ce match, ce combat mondial autour de l'IA. Je vous présente mes invités. François Bourrier-Soifert, bonjour et bienvenue. Bonjour, vous êtes directeur général délégué de Safran AI, la division du groupe Safran dédiée à l'intelligence artificielle. Et Henri Dagrin, bonjour et bienvenue aussi, délégué général du SIGREF, c'est le club informatique des grandes entreprises françaises. Je ne sais pas si j'ose vous poser la question, mais quand même, on va parler d'IA générative. On rappelle peut-être en quelques mots très vite de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Alors, c'est une forme d'intelligence artificielle qu'effectivement, sous ce terme-là, on a tendance à y mettre une forme de mot valise avec énormément de choses et pas seulement de l'algorithmique comme ça pouvait se faire il y a quelques années. L'IA générative, c'est cette IA qui va être entraînée sur des quantités de données considérables, ce qui vient d'ailleurs tirer des sujets sur de la puissance de calcul et ce type de choses, et qui va donner des résultats, ce qu'on va qualifier parfois d'output, qui ne sont pas totalement déterminés par rapport à ce que vous auriez pu avoir en données d'entrée. Et donc, c'est celles avec lesquelles le grand public dialogue le plus souvent. L'exemple le plus parlant, c'est les technologies qui sont celles de Mistral, qui sont celles d'OpenAI, qui sont celles qui ont effectivement éveillé l'ensemble du grand public sur les sujets d'intelligence artificielle, là où précédemment c'était des sujets un peu plus niches, soit sur des segments de marché très déterminés, soit pour des fanas informatiques. C'est ce qui a permis finalement à l'IA de se démocratiser et d'être massivement utilisée par les citoyens et puis par les entreprises. Ce chiffre qui nous est donné, 78% des entreprises dans le monde ont adopté l'IA. C'est une progression fulgurante, c'est loin d'être une mode. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que toutes les entreprises qui utilisent l'IA générative en ont forcément besoin? Alors attention, parce que effectivement, si on parle d'IA générative, effectivement, il y a cette grande tendance, et qui date de novembre 2022, au moment où OpenAI a rendu en accès libre son produit, avec, je crois, plus de 100 millions d'utilisateurs de comptes créés en 2 mois, enfin quelque chose de vertigineux. Très très vertigineux. En revanche, pour les grandes entreprises et au sein de leur système d'information, ça fait déjà bien longtemps qu'il y avait une diffusion de composants d'IA sous la forme du machine learning depuis longtemps, et pas de l'IA générative. Et donc il y a quand même une forme. C'était pas tous les salariés qui s'en servaient. Ils s'en servaient sans savoir qu'ils s'en servaient, bien souvent. C'est surtout ça. Et on n'allait pas expliquer aux gens que dans leur système d'information, il y avait de l'IA générative, du machine learning. En revanche, aujourd'hui, effectivement, c'est une dimension tout à fait différente, puisque ça modifie de manière assez substantielle les formes du travail directement de tous les collaborateurs dans les entreprises, dès lors qu'on les incite à utiliser des outils d'intelligence artificielle générative. Sachant par ailleurs que même dans les entreprises qui ne les incitent pas, il y a tout un sujet autour du shadow AI qui est substantiellement différent du shadow IT, puisque c'est de l'usage par les collaborateurs à leur propre profit d'outils d'intelligence artificielle générative, et bien souvent sur des devices personnels, ce qui, par ailleurs, pose des questions en termes de sécurité, de protection de l'information de l'entreprise dès lors qu'il s'agit de données sensibles. Et c'est un sujet sur lequel je crois qu'il faut travailler. Évidemment, parce qu'on rappelle que ces IA génératives, j'imagine un cabinet d'avocats, alors ils ne le font plus, j'espère pour eux, mais qui donneraient des détails sur une affaire, ces détails ils vont être digérés par l'IA générative. Alors, ce qui nous réunit, l'actualité, c'est ce projet important d'intérêt européen commun, ce PIEC autour de l'IA, appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert jusqu'à la fin du mois. Vous diriez quoi, François Bourrier-Soifert? C'est une opportunité pour les entreprises françaises? C'est l'impulsion européenne que vous attendez? Comment vous définissez ce moment?
Oui, effectivement, je pense que c'est une réelle opportunité pour les grandes, les petites, les startups, pour tous ceux qui opèrent sur ces sujets-là et qui, depuis longtemps, ont un sujet probablement de passage à l'échelle, de commande publique, de réussir à faire entrer ces nouvelles technologies dans les usages et de le faire un peu autrement, effectivement, que le Shadow AI dont vous parliez tout à l'heure et qui est effectivement un sujet. Un sujet comme un AMI et celui-ci en particulier, c'est aussi l'occasion de faire foisonner des idées. Je pense que c'est mutuellement bénéfique à la fois pour ceux qui le lancent, qui peuvent ne pas avoir pensé à certains sujets sur lesquels l'IA pourrait apporter énormément de valeur. Et puis également du côté de ceux qui portent les idées, qui portent des projets pour pouvoir expliquer leur vision et de réussir à obtenir in fine des financements pour les passer à l'échelle. Je pense qu'il y a une dimension européenne aussi qui est particulièrement importante sur ces sujets-là, pour éviter de se retrouver dans soit une sorte de marché captif, mais les coûts sont tellement forts si vous voulez faire quelque chose avec une ambition mondiale, que de réussir à faire passer ce type de sujet à un niveau européen est aussi une opportunité de ce point de vue-là, pour à la fois mutualiser les gens qui vont avoir à en connaître, mais également pour pouvoir être sur des budgets relativement significatifs qui sont ceux dont ont besoin beaucoup de sociétés dans le secteur. Parce que si l'Europe veut faire le match avec les États-Unis et la Chine, c'est des montants d'investissement qui sont colossaux. Oui, ce sont des montants considérables qu'il faut mobiliser. Il n'y a qu'à voir ce que les entreprises de l'industrie américaine de la tech, du numérique, de l'IA investit aujourd'hui. C'est de l'ordre de 250 milliards de dollars par an qui sont investis directement aux États-Unis. Et il faut bien avoir conscience que sur ces sommes considérables qui sont investies, quasiment 80%, c'est des infrastructures. Infrastructures de calcul, infrastructures de stockage, infrastructures de réseau, c'est des infrastructures d'énergie, d'alimentation en eau pour refroidir, de climatisation, de GPU, et ainsi de suite. C'est donc d'abord les infrastructures, le coût de l'IA. Et donc nous avons en Europe un très grand retard en matière d'infrastructure. La deuxième chose, c'est que ce PIEC IA va permettre en fait de mobiliser des consortiums qui vont se constituer pour répondre aux exigences de ce PIEC. Donc plusieurs entreprises, grandes entreprises qui vont se réunir. Et pas uniquement des entreprises qui fournissent de la technologie, mais également des utilisateurs de technologie pour qu'ils apportent leurs cas d'usage les plus intéressants. Et c'est dans le cadre de ces consortia que vont se développer les projets qui sont par ailleurs financés partiellement par le PIEC IA, et avec les États qui vont abonder ce financement du PIEC. L'Allemagne a déjà pris des dispositions dans ce sens. La France est en train de travailler. Il y a un duo ou un moteur franco-allemand dans cette affaire. Absolument, c'est vraiment l'impulsion franco-allemande. Et du reste, ça s'inscrit également dans une stratégie dans la dynamique de Gaia-X, où on a créé les espaces de données, et il y a des consortiums qui se créent autour de ces espaces de données industriels qui se sont déjà constitués autour de Gaia-X pour partager de la donnée de manière sécurisée. Et ensuite, comment à partir de ces données partagées, on va créer de la valeur avec des outils d'intelligence artificielle. Ce sont ça les principaux cas d'usage qui vont se développer. Alors, on est en retard, mais est-ce que c'est pas trop tard, François Bourrier-Soiffer ? On peut rattraper, on peut créer ce espèce de géant européen de l'IA ? Oui, je pense, j'en suis absolument convaincu. J'en suis convaincu aussi parce que on est issu d'une société qui était une petite start-up qui a fini par grossir à tel point qu'elle a fini par intéresser des grands groupes, dont le groupe Safran qui nous a acquis en septembre 2024. Safran, et je pense qu'au sein du SIGGRAPH, vous avez pas mal d'autres exemples, c'est un vrai leader mondial sur certains segments de marché. Et pour en donner quelques exemples, c'est un leader mondial, alors évidemment dans les moteurs, ça vient à l'idée de tout le monde, qui sont quand même des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'investissements aussi. C'est un vrai leader mondial aussi sur des sujets très couche basse de position, navigation, temps. Oui, électronique de défense. Électronique de défense. Vous avez des horloges atomiques dans les satellites. Vous avez des centrales inertielles dans des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc, pour vous dire sur des choses qui sont très, très deep tech, ça, je pense qu'on l'oublie. En fait, on a des très grandes sociétés françaises qui sont très, très deep tech et qui peuvent avoir, et on pourrait citer d'autres industriels, alors, je connais mieux le secteur de la défense, mais on aurait pu citer Thales, on aurait pu en citer d'autres, c'est le cas également chez Airbus, qui ont des vraies places de leadership.
mondiale. Donc je pense que l'IA, pourquoi avoir cette exception-là? Alors certes, elle est très coûteuse, mais on a aussi de très bons ingénieurs, de très bonnes idées. Et puis cette manière de faire de plus en plus européenne, moi, me laisse à penser qu'il y a quelque chose à jouer. Il y a quelque chose à jouer dans ce monde qui se polarise toujours un peu plus et sur lesquels on le sent, nous, sur les marchés internationaux, une vraie demande pour avoir des solutions qui répondraient à des exigences d'autonomie stratégique. Oui. Alors justement sur cette question de souveraineté, parce que si l'Europe se réveille, c'est évidemment pour réduire sa dépendance aux fournisseurs, aux technologies non européennes en matière d'IA. Si on prend des cas concrets pour des grandes entreprises françaises qui aujourd'hui n'ont pas le choix et doivent travailler avec des fournisseurs non européens, qu'est-ce que ça changerait? Alors déjà, soyons clairs, quand on regarde la réalité des dépendances de l'économie européenne à l'égard de l'industrie américaine du numérique, c'est pas par anti-américanisme que l'on dit ça, c'est juste factuel. 83% des achats de logiciels et de services cloud, et l'IA est un service cloud un peu particulier, mais c'est un service cloud. 83% des achats dans l'économie européenne se font auprès de l'industrie américaine du numérique. Ça qui génère, en gros, en 2025, c'est ce qu'on avait calculé dans un rapport que nous avons publié récemment, ça génère, c'est 264 milliards d'euros d'achats auprès de cette industrie. Par ordre de grandeur, les achats de gaz et de pétrole de l'économie européenne, c'est 350 milliards. Vous voyez, on n'est pas très éloigné. 80% de la valeur ajoutée aux États-Unis, ce qui entretient 2 millions, près de 2 millions d'emplois directs, indirects et induits. Si on continue comme ça, eh bien, c'est avec l'intelligence artificielle et sans se doter de nos propres capacités, cette dépendance, elle va s'accroître. C'est pas... Et le problème de cette dépendance, c'est qu'à un moment donné, ça a des effets directs sur la compétitivité de l'économie européenne. Bien sûr, mais donc là, il y a une volonté d'inverser la tendance. Absolument. Mais c'est une course contre la montre aussi dont on est en train de parler, vu les montants investis dont vous nous parliez tout à l'heure, la rapidité, la montée en puissance des modèles développés par les géants américains ou aussi par la Chine. Mais on sait les faire, les modèles, c'est pas tellement ça. C'est toute la dynamique industrielle, avec une régulation de cette dynamique industrielle qui doit être repensée pour faire de la technologie, non pas avec une stratégie de prix bas pour le consommateur et de protection de sa vie privée, mais le faire comme les États-Unis, comme avec cette obsession que ça soit un des piliers de la puissance. Mais donc ça veut dire quoi? C'est la réglementation qui doit changer au niveau européen? Il y a plein de choses qu'il faut modifier. C'est notamment jouer sur les différents leviers des politiques publiques qui permettent de développer un tel secteur industriel. Et ça accompagner le mouvement des entreprises, notamment à travers des consortiums comme ceux qui vont se créer à travers ce PIEC IA. Est-ce qu'on peut créer une IA européenne qui... soit la plus éthique possible, parce que c'est aussi un enjeu de l'IA, de son usage, de ce qu'on va en faire dans nos sociétés. Est-ce que ça peut être sa particularité, d'une certaine façon? Ça peut être sa particularité. Il faudra définir ce qu'est une IA européenne, mais ça pourrait être effectivement une des caractéristiques. Je pense que il pourrait y en avoir d'autres. On pourrait imaginer que cette façon de faire européenne, c'est aussi en réponse à peut-être pas un certain nombre d'impérialismes, mais en réponse à des interdépendances ou des dépendances qui sont peut-être un peu trop fortes aujourd'hui. Donc c'est probablement une IA qui autonomise davantage ses utilisateurs ou ses bénéficiaires. Et donc je pense que il faut pas le faire qu'en réaction, c'est-à-dire que on parle de ça parfois dans le monde des startups, mais il ne faut pas essayer de faire une sorte de copycat de ce que pourraient faire les uns les autres, mais d'essayer de penser ça de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus transverse, pour se dire quelle est la proposition de valeur que l'on fait, parce qu'à la fin de la journée, il va falloir que tout ça soit un réel business. Bien sûr. Acheter même au-delà des Européens, je pense que le marché est peut-être même trop petit, il est déjà beaucoup plus vaste que la France, mais je pense qu'il y a de la place pour une déjà, IA si européenne. les grandes entreprises européennes peuvent se fournir auprès d'une IA européenne, il y a un monde où l'IA européenne est aussi leader mondial. Ça, je pense qu'on peut aussi l'imaginer. C'est encore possible, vous y croyez à ça? Moi, je pense que les choses sont dynamiques. Il ne faut pas les regarder statiques aujourd'hui. Il y a un certain nombre de dépendants. Je pense qu'il y a des choses qui s'organisent. Il y a des leviers de puissance. Et puis, il y a quelle est votre proposition de valeur? Si c'est une proposition de valeur qui entre en résonance avec l'ensemble des besoins que vous pourriez avoir à l'international, pourquoi pas? Et surtout, il y a un autre phénomène sur lequel il faut insister et auquel pourrait répondre et dont on espère qu'il sera bien traité par ce PIEC IA, c'est que jusqu'à maintenant, les modèles d'intelligence artificielle générative ont été entraînés sur les données du web. Aujourd'hui, il y a tout un pan de données
considérable et à très forte valeur ajoutée, qui sont les données industrielles, et sur lesquels n'ont pas encore aujourd'hui été entraînés de manière massive des modèles de langage. C'est pour ça que nous cherchons à d'abord sécuriser ces données, qui portent beaucoup de propriétés intellectuelles, qui portent beaucoup d'enjeux économiques, et ensuite, une fois que ces données sont sécurisées, pouvoir entraîner des modèles, des modèles, des LLM dessus, peut-être plus petits. On parle beaucoup de small model language, sur des modèles métier plus par petits, métier, en quelque sorte. Cœur de métier par cœur de métier. Qui soient très spécialisés et qui permettent d'être entraînés sur ces cohortes de données qui ont une valeur économique considérable, pour ensuite servir les industries européennes. Je crois que c'est un des enjeux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Est-ce que vous travaillez dans cette direction ? Si, je suis d'accord. Alors, évidemment que ça sont des choses qui nous guident, qui sont des grandes directions, des axes d'effort que l'on poursuit. Je pense que sur la donnée, il y a effectivement un enjeu. D'ailleurs, qu'on parle de web, et vous aurez peut-être davantage que moi les pourcentages en tête, mais c'est c'est un pourcentage qui explose et qui fait peur, avec des horizons à 2030 où ça devient complètement fou. C'est le pourcentage de la donnée du web qui n'est pas intègre, si vous voulez, qui elle-même est de la donnée simulée, qui elle-même peut être... De la donnée synthétique, je crois qu'aujourd'hui on en est à 50%. Voilà, et je crois qu'à 2030, j'avais lu quelque chose... Ça veut dire... Non, mais qui est de la donnée synthétique. C'est qui est générée par de l'intelligence artificielle. D'accord. Ça fait partie des sujets qui peuvent aussi entraîner un certain nombre de manipulation, de désinformation. C'est ce qu'on lit parfois sur les fake news, c'est tout ce que vous pourriez avoir. Une IA entraînée là-dessus, qui est entraînée sur de la donnée elle-même, générée par de l'intelligence artificielle, il pourrait y avoir un phénomène un peu, que j'ai déjà dit en interne, de vache folle. Ou d'autophagie, on parle souvent d'autophagie de l'IA. Où finalement, vous nourrissez des bovins avec des restes animaux, et ça, à la fin, ça se termine assez mal, et on l'a eu dans le passé. Donc on pourrait assez imaginer... D'où l'importance de modèles qui sont centrés sur un cœur de métier, c'est ça, j'essaie de rebondir. Et ça, je ne sais pas si c'est de l'éthique, mais c'est probablement une façon de faire qui pourrait être une façon de faire européenne. D'accord. Et ça, je pense qu'effectivement, ne plus se dire la valeur est dans le web dans son intégralité, mais peut-être de choisir de la donnée de qualité. Et effectivement, en France et en Europe, vous en avez. Mais alors, si on essaye d'être concret, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que des entreprises qui peuvent être concurrentes par ailleurs sur un même secteur d'activité, parliez de consortium tout à l'heure, elles travailleraient ensemble pour avoir une IA... c'est déjà le cas. Hein. Oui, mais c'est déjà le cas. Il y a des consortiums déjà autour de thèmes... il y a autour de l'aéronautique, qui a été un consortium qui est Decadix, qui a été emmené par Airbus notamment, avec... il y a un fort intérêt, bien sûr, d'Airbus, dont la Global CIO, Catherine Gestin, est par ailleurs chairman du board de Gaia X. Donc et on est dans cette dynamique depuis un moment. Et puis il y en a d'autres. Il y a EONAX qui réunit tous les acteurs, de nombreux acteurs majeurs du transport, de la mobilité, du tourisme. Vous voyez, ça va depuis Aéroport de Paris, SNCF, jusqu'au groupe Accor. Tout ça pour gérer des données, les partager et puis créer de la valeur sur ces espaces de données, sur des cas d'usage bien particuliers, avec notamment des outils d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une dynamique qui est bien engagée déjà, et c'est ce à quoi doit répondre notamment ce PIEC, pour que ces données qui aujourd'hui sont en tous les cas, elles ne sont pas exploitées de manière collective pour générer de la valeur. Elles sont bien sûr, je ne dis pas que personne n'exploite de la donnée, mais elles ne sont pas exploitées de manière collective pour ensuite rajouter cette couche de valeur que va apporter l'intelligence artificielle. Les solutions que vous proposez chez Safran AI, en quoi elles se différencient de celles de vos concurrents ? Alors notamment sur l'aspect très vertical, l'intégration de l'ensemble de la chaîne, de la sélection de la donnée, de l'annotation, de l'entraînement des modèles. Je pense aussi, chez nous, on a notre propre outillage pour les data scientists, et puis une expertise quand même très importante dans deux domaines. Le premier, c'est nous, on ne déploie pas sur du cloud, justement, donc un peu moins sur ces sujets-là. Dans le secteur de la défense et du renseignement, c'est particulièrement sensible. Donc on est on-premise, sur site. Donc c'est déployer un modèle d'intelligence artificielle et plus largement une solution sur un réseau classifié, quel qu'il soit. C'est pas un sport de masse, comme le disent certains de nos interlocuteurs. Et puis une autre expertise qui va être une proximité très forte avec les utilisateurs.
Donc c'est d'avoir une approche solution pour se dire je mets pas un modèle comme je pourrais le comiter dans une bibliothèque open source, c'est simplement se dire je vais faire une solution avec de l'intelligence artificielle dedans et pourquoi pas de l'IA générative, mais c'est où on pourra parler aussi d'IA agentique et autres, mais c'est de se dire je prends le besoin utilisateur et j'y réponds avec une solution technologique, mais j'y réponds réellement pour lui apporter de la valeur. Et ça entraîne des sujets sur les interfaces homme-machine, sur les garde-fous que vous pourriez mettre, sur des concepts d'emploi, comme on le dit parfois au ministère des Armées, mais sur des workflows métiers, comme on le dit dans d'autres secteurs d'activité, pour s'assurer qu'à la fin, vous ayez la réponse attendue à la question que vous posez. Et donc ça, on a énormément travaillé sur ces sujets-là, plus sur l'intégrité de la donnée. On a peut-être aussi marqué par la vache folle, moi c'est ma génération, c'est une traçabilité de la donnée. Aujourd'hui, on prend n'importe quel modèle chez nous, on est capable de vous dire exactement quelles données il a vu en entraînement. Alors il y a un certain nombre de questions ou de critiques, appelons ça comme vous voulez, autour du développement de l'IA, notamment, tiens, je vais commencer par la consommation du secteur consommation électrique. C'est le Shift Project qui nous dit 35 à 55%, c'est la part de la consommation électrique de l'IA sur l'ensemble de la consommation des data centers dans le monde. L'IA prend de plus en plus de place dans la consommation des data centers. C'est pas une critique, c'est factuel. Oui, mais alors après on peut critiquer, mais c'est une question autour du développement exponentiel de l'IA. Quelles conséquences environnementales, énergétiques, et est-ce qu'on les a suffisamment intégrés? L'empreinte est considérable. Je vous disais tout à l'heure que les investissements qui sont consentis aux États-Unis sont essentiellement des investissements dans les infrastructures. Quand vous entendez un Sam Altman qui vous dit nous on va construire pour 220 gigawatts de data center d'ici 2030 ou 2032, j'ai plus les chiffres exactement en tête, pour avoir une petite ordre de grandeur, une centrale, une tranche d'un EPR, c'est 1,2 gigawatts. Ça veut dire que, grosso modo, il aligne 200 tranches nucléaires type. Mais ils ont beaucoup de projets de mini-réacteurs à construire. Voilà, c'est 200 tranches de PR. Voilà, c'est plus très mini-réacteurs, mais oui, bien sûr. Ce sont la consommation électrique, sachant qu'aux États-Unis, ça sera peut-être pas que des EPR et de très loin, ça sera beaucoup de centrales à gaz. Mais je dis c'est une critique parce que bien sûr. parce que on a le sentiment que de cette course au gigantisme, sans en avoir forcément anticipé toutes les conséquences. Votre avis là-dessus, peut-être commencer, Henri Dagrin, et je veux bien entendre juste pour dire que ce qui nous intéresse, nous, sur ce PIEC IA, ce sont des fonctionnements qui sont sensiblement différents, qui vont bien sûr demander de la puissance de calcul, de la puissance de stockage, de la puissance de réseau, de l'alimentation électrique, mais dans des proportions beaucoup plus faibles que ce que l'on voit sur l'IA générative, notamment grand public, que des projets qui sont actuellement en cours aux États-Unis. Oui, et qui est utilisé là où on pourrait éventuellement s'en passer. Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser à un bon vieux moteur de recherche qui va consommer 10 fois moins que si on pose la même question à son IA. Votre avis sur l'anticipation des impacts du développement de l'IA? Je pense qu'elle n'est pas inexistante. Je pense à des acteurs comme Mistral, justement, et c'est peut-être là aussi une autre facette de ce que serait l'Union européenne, c'est d'avoir cette... je crois que c'était les premiers à donner un peu des indicateurs d'impact écologique sur les modèles qu'ils pouvaient publier. Il y a cet aspect aussi sur les petits modèles. Après, je crois que le sujet est assez complexe quand on commence à le détricoter. Est-ce qu'en soi, c'est l'électricité le sujet, ou est-ce que c'est les sources d'alimentation de cette électricité? Et donc là aussi, il y a un angle sur si c'est de l'électricité issue de centrales nucléaires décarbonées. Est-ce que c'est le même sujet? Ensuite, il y a des roadmaps technologiques aussi qui finiront par arriver. Moi, j'en suis absolument convaincu. Je pense sur le quantique, sur d'autres choses, sur des sujets sur lesquels d'ailleurs la France et l'Europe sont très bien positionnés, avec des performances dont on comprend aujourd'hui qui pourraient dépasser le plus gros cluster de GPU existant, avec des ressources bien moindres parfois que celles que vous évoquez. Je pense que ce gigantisme, il est aujourd'hui très américain et plus largement au-delà de l'IA.
de ce qu'on avait lu aussi sur, je crois que c'était DeepSeek, le modèle chinois, il était déjà bien moins consommateur, en tout cas dans ses chiffres affichés. Et je sais qu'en France, on travaille aussi à faire en sorte que ça puisse être une approche différente. Ça j'en suis. Allez, deuxième critique sur les conséquences en termes d'emploi. Les métiers qui... alors, il y a des métiers qui vont se transformer, qui sont déjà en train de se transformer, des métiers qui, sans doute, vont disparaître. Là, ce qu'on voit à l'œuvre, c'est des postes de juniors, notamment dans tout ce qui est, par exemple, cabinet de conseil, etc., qui sont remplacés par l'IA, tout simplement. Oui, il y a ce risque qui est effectivement agité régulièrement. Si on ne recrute plus de juniors en se disant que les seniors vont utiliser de l'IA, ils seront meilleurs que des juniors pour le faire, on n'a plus besoin des juniors, bientôt il n'y aura plus de seniors. Non, ça c'est sûr. Maintenant, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On le voit sur quelques métiers. Les plans de licenciement ou de non-recrutement, c'est d'abord les juniors. Nous, on ne le voit pas. Vous dans nos entreprises, en tant qu'utilisatrices de produits et services numériques. D'accord. Pour l'instant, en tous les cas, il n'y a pas eu même un frémissement dans cette direction. Il y a effectivement des adaptations de compétences et qui sont nécessaires. Alors là, pour le coup, partout. Et il y a une course de vitesse, effectivement, parce que les collaborateurs qui n'auront pas réussi dans 4-5 ans à se former, là, pour le coup, ce n'est pas qu'on n'aura plus besoin d'eux, c'est que leur employabilité risque de se dégrader. Et donc là, la principale préoccupation aujourd'hui, je crois, pour les dirigeants d'entreprise, c'est d'accompagner tout ce change management, toute cette transformation des compétences qui est nécessaire pour adapter. Et puis, il y a un deuxième sujet, parce que si on voit l'IA uniquement sous l'angle de la productivité, pas de la compétitivité, alors oui, on risque de se retrouver dans cette situation où je vais remplacer des personnes par des IA. Sauf que depuis le début de l'histoire de l'informatique, on a entendu ça régulièrement. Ah oui, mais si je vous mets des PC, vous allez avoir besoin de moins de personnes. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est pas très nouveau, cette tendance. On peut dire qu'à chaque révolution industrielle, on s'est posé la question. Il faut peut-être regarder ça, mais sans oublier qu'il y a quand même un énorme travail de formation à faire partout. Votre avis ? Parce qu'effectivement, on a dit ça à chaque révolution industrielle, sauf que celle-là est peut-être un peu différente des précédentes. Pour vraiment être au quotidien chez nos utilisateurs et avoir certains sujets que je qualifierais en production opérationnelle réellement utilisés, nous, ce qu'on a pu observer, c'est non pas des réductions d'effectifs, mais plus une transformation des métiers et qui généralement va plutôt permettre de se libérer d'un certain nombre de tâches pénibles, automatisables, appelons-les comme on veut, pour précisément faire en sorte que des gens qui sont parfois très formés puissent travailler sur le haut du spectre, comme disent là aussi certains de nos clients, disons les tâches nobles. Et en fait, ça va plutôt démultiplier ce que vous pourriez faire plutôt que de gagner du temps ou gagner de la productivité. Je pense qu'effectivement, cet angle de compétitivité dans un monde de plus en plus compétitif semble être le bon. C'est du change management, vous l'avez dit, c'est de l'acculturation et c'est éviter justement de tomber dans un cliché qui consisterait à dire l'IA va juste simplement nous remplacer. Ça sera certainement le cas sur certains sujets, mais je crois que c'est plus accompagner ces personnes-là pour les mettre sur d'autres sujets. Mais c'est pas du tout ce qu'on observe là, non pas dans l'entreprise, parce que nous, on n'a jamais autant embauché que des data scientists, mais c'est chez nos utilisateurs où pour rien vous cacher, les premières réunions qu'on a pu faire il y a quelques années sur ces sujets-là, c'était la crainte des utilisateurs finaux, et en particulier des opérateurs qui n'étaient pas toujours dans le niveau hiérarchique de décision, qui se disaient mais moi je deviens quoi demain ? Et aujourd'hui, ce sont des grands promoteurs de nos solutions parce que ça leur a permis de faire des choses plus intéressantes qu'une bonne partie des tâches qui avaient été pénibles. Allez, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette grand émission. plaisir. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. Merci de votre fidélité. À très vite pour un nouveau Smart Trends. Salut.